T'es un sorcier, t'es face à un monstre. Le mec active son domaine. Et là, techniquement, la partie est terminée. Mais dans Jujutsu Kaisen, il n'y a pas qu'une seule façon de mourir quand t'es coincé dans une extension de territoire. Il y en a 14. 14 domaines, 14 façons complètement différentes de te démolir. Et crois-moi, la différence entre te faire découper en 1000 morceaux par Sukuna et te faire griller le cerveau par Gojo, c'est littéralement le jour et la nuit. Alors aujourd'hui, on passe en revue absolument tous les domaines du manga. Pas juste, voilà ce que ça fait sur le papier, mais ce que tu ressentirais réellement si t'étais la personne piégée à l'intérieur. L'hôtel démoniaque. On commence par le plus iconique, l'hôtel démoniaque de Ryomen Sukuna. Le manga lui-même le qualifie de technique divine. Pourquoi ? Parce que Sukuna n'a pas besoin de barrière pour l'activer. La plupart des sorciers doivent construire une sphère fermée autour de leur cible pour verrouiller le coup garanti. Sukuna, lui, pose son domaine à l'air libre, sur un rayon qui monte jusqu'à 200 mètres. C'est un peintre qui peint dans l'air. Toi, t'es dans sa toile, que tu le veuilles ou non. Imagine-toi à l'intérieur. Tu vois rien venir, les taillades sont invisibles. Une seconde tu respires, la seconde d'après une coupure nette s'ouvre en travers de ton corps. Puis une autre, ça s'arrête jamais. Sukuna utilise deux types de découpe, le démantèlement pour les objets inanimés et la taillade pour tout ce qui a de l'énergie maudite. Et le plus beau dans le game, c'est que la taillade s'adapte automatiquement à ta puissance. Plus t'es fort, plus les découpes qui te touchent sont violentes. Il te fait payer ta propre force. T'as pas de mur où te cacher. Ton domaine simple peut pas vraiment t'aider parce que t'es pas en sphère fermée. Pendant que tu te concentres pour le maintenir, tu te fais quand même hacher menu. Même Mahoraga, le Shikigami ultime qui adapte à tout, s'est fait crever sous une vague de taillade calibrée pour lui. Ta mort, c'est pas un coup fatal unique, c'est une désintégration couche par couche. Ton corps perd sa forme plus vite que ton cerveau capte ce qui se passe. La dernière sensation que tu as, c'est d'être démonté morceau par morceau. Et après, plus rien. Même Gojo a dû faire un effort surhumain pour survivre à ça. Toi, mon pote, t'as zéro chance. Estière, tranquille, la sphère de l'espace infini. Maintenant, le seul domaine dans le manga qui peut tenir tête à Sukuna, la sphère de l'espace infini de Satoru Gojo. Changement total de philosophie. Sukuna te découpe physiquement, Gojo te détruit mentalement sans même te toucher. Parce que la sphère de l'espace infini, c'est le cœur de son infini transformé en monde entier. Quand tu te fais aspirer dedans, l'espace s'ouvre sur une étendue cosmique infinie. Des galaxies, un trou noir massif au loin, des fragments blancs qui flottent autour. Pendant une demi-seconde, c'est presque beau. Et puis ça frappe. Une quantité infinie d'informations est forcée directement dans ton cerveau. Toutes les perceptions, toutes les pensées, toutes les données que l'univers a à offrir, balancées en même temps. Ton cerveau essaie de traiter l'infini. C'est impossible. Tu vois tout, tu ressens tout, et tu traites rien. Ton esprit se fige. Tu peux plus bouger. Tu peux plus penser. Tu existes dans un shutdown mental complet. Et plus tu restes dedans, plus ta conscience s'éteint pendant que ton cerveau continue de brûler à vide. Le truc le plus flippant, 0,2 secondes d'exposition à Shibuya ont envoyé des gens en rééducation pendant 2 mois. 2 mois pour 0,2 secondes. Imagine en exposition prolongée. Même Sukuna a admis que c'était une plaie et qu'il devait absolument se débarrasser de Gojo pour avoir une chance. Ce qui rend la sphère encore plus broken, c'est le cerveau qui la contrôle. Gojo avec les 6 yeux, c'est une compréhension quasi divine de l'énergie maudite. Contre Sukuna, il a modifié les conditions de son domaine plusieurs fois en plein combat. Il a même rétréci sa barrière extérieure à la taille d'un ballon de basket pour augmenter sa densité. Un truc censé être impossible. Face à 99,9% des sorciers, c'est game over instantané. Pas de négociation, juste l'infini qui te noie. Estière absolue. Amour véritable et amour simulé. On passe à l'autre élève star de Gojo, celui qui a gagné le respect de Sukuna lui-même, Yuta Okotsu. Amour véritable et amour simulé transforment l'espace en un immense terrain rempli de piliers encrochés. Chaque pilier traversé par des centaines de katanas. Des cercles de Mizuiki flottent au-dessus. Calme, zen. Pendant à peu près 3 secondes. Voilà comment ça marche. Yuta a une technique innée de copie. Il vole les techniques maudites des autres sorciers. Dans son domaine, il fusionne une de ces techniques copiées dans la barrière elle-même pour en faire son coup garanti. Toutes les autres techniques qu'il a stockées sont distribuées aléatoirement dans les katanas éparpillés partout. Seul Yuta peut les activer. Chaque lame se casse après un usage, mais le stock est infini. Mets-toi à la place de la cible. Le domaine s'active. Le coup garanti tombe immédiatement. Admettons que Yuta ait choisi annulation du maudit de l'ange. Ta technique maudite est coupée instantanément. T'as plus rien, t'es à poil. Avant que tu récupères, Yuta attrape une lame. Une technique te perfore depuis un angle que t'avais pas vu venir. La lame se casse, il en reprend une autre. Tu tentes de reculer, les Shikigami invoqués coupent ton mouvement. Tu commences à réagir au lieu d'attaquer. Une parole maudite te fige en place. Une autre lame tombe, elle se brise. La douleur s'accumule. Tu crois que t'as adapté à un pattern. Une nouvelle épée active une technique complètement différente. C'est une mort par surcharge. T'as pas d'espace pour respirer, pour penser. Une seule erreur suffit à Yuta pour dégainer la lame qui te finit. Et dans ce domaine, les erreurs s'accumulent très vite. Cerise sur le gâteau, Yuta peut rendre une technique copiée plus puissante que l'original s'il a une réserve d'énergie maudite supérieure. Ce mec est OP sur OP. Estière mérité. L'orbe d'isolement. Le domaine de Mahito, c'est le seul de la liste qui vise directement ton âme, et c'est pour ça qu'il est terrifiant. À la base, Mahito a besoin d'un contact physique pour activer sa transfiguration de l'âme. Dans l'orbe d'isolement, cette restriction disparaît. Dès que t'es enfermé dedans, son effet garanti touche ton âme automatiquement. Il peut la remodeler comme il veut. Et vu que le corps suit la forme de l'âme, ton corps se tord dans la seconde. Tu deviens un transfiguré, instantanément. L'espace te fait comprendre dans quelle merde t'es. Un vide noir se referme sur toi, encadré par des mains géantes qui se
joignent autour. Des bras s'étirent de partout, tissant une cage sans faille. T'es dans la paume de la main de Mahito, littéralement. La pression frappe pas ton corps d'abord, elle frappe plus profond. Tu sens ton âme se faire attraper avant même de pouvoir réagir. Tes membres se tordent dans des angles que tu n'as jamais voulu. Tes muscles tirent contre eux-mêmes, tes os se déplacent. Respirer devient bizarre parce que ton corps correspond plus à ce que ton cerveau attend. Le pire, tu restes conscient pendant toute l'opération. Tu regardes ton propre corps te trahir seconde après seconde. Si t'as pas de contre-prêt, c'est fini en quelques secondes. Ton âme est réécrite, ton corps suit, et au moment où la douleur atteint son pic, il n'y a plus rien à sauver. Et petite info qui fait mal, après sa rencontre avec le Flash Noir, Mahito a évolué et peut maintenant activer son domaine en 0,2 secondes, pile comme Gojo. Contre 99% des sorciers, un simple toucher suffisait déjà. Avec le domaine, il a même plus besoin de te toucher. Estière. La jonchée de matrice. Le domaine de Kenjaku, c'est l'un des plus dégueux visuellement et l'un des plus broken techniquement. Techniquement, c'est pas le sien à l'origine. C'est celui de Suguru Geto dont il occupe le corps. Mais Kenjaku, en tant que sorcier le plus expérimenté de l'histoire, l'a poussé à un niveau que Geto n'a jamais atteint. Quand il s'active, une tour massive d'esprits maudits fusionnés jaillit autour de lui. Des visages écrasés les uns contre les autres, des bouches étirées, des membres fondus en une structure vivante et difforme. Au-dessus, des têtes coupées s'empilent pour former un pilier grotesque. Le twist qui rend ce domaine si dangereux, c'est un domaine à barrière ouverte. Comme l'hôtel démoniaque, il se déploie directement dans le monde réel sans sphère fermée, ce qui le rend ultra difficile à contrer. Quand t'es la cible, l'énergie maudite te percute avant même que tu réagisses. Tes défenses s'effondrent quasi instantanément. L'impact est comparable à un Uzumaki maximum à pleine puissance. Tes os fracturent, tes organes se décalent. T'es conscient, mais tout à l'intérieur se casse en même temps. Ton corps lâche pièce par pièce. Ce qui rend ce domaine particulièrement vicieux, Tengen elle-même, la meilleure spécialiste en barrière de l'histoire, a galéré à cibler la jonchée de matrice parce qu'elle n'a pas de coque externe bien définie. Et Yuki Tsukumo a vu son propre domaine simple se faire pulvériser avant même de pouvoir répliquer. Kenjaku peut aussi invoquer n'importe quel esprit spécial qu'il a consommé à travers les siècles, et chacun a potentiellement son propre domaine. C'est un sorcier avec potentiellement des dizaines de domaines en poche. Le boss final littéral. Attire solide, avec un argument pour Estière. Le joueur meurtrier. Celui-là, je l'adore, parce que c'est le domaine le plus créatif du manga, et le seul où le coup garanti ne te fait aucun dégât. Le joueur meurtrier, c'est le domaine de Kinji Akari, le délinquant de Jujutsu Eye, que Gojo a jugé potentiellement plus fort que lui-même. Dès que son domaine s'active en 0,2 secondes, oui, lui aussi, l'espace se transforme en un énorme jeu de pachinko tiré de son manga préféré, Private Peer Love Train. Les règles du jeu te sont forcées directement dans le crâne. C'est ça son coup garanti, pas de dégâts. Juste l'obligation de jouer. Les scénarios se déroulent un par un. Une carte de transport, une envie pressante, un dernier train du vendredi soir. Chaque scénario joue une petite cinématique qui détermine si Akari hit le jackpot. Tu peux attaquer, esquiver, ça change rien. Mais quand le jackpot tombe, tout bascule. De la musique explose dans tout le domaine pendant 4 minutes et 11 secondes exactement. Et pendant ce temps-là, Akari reçoit de l'énergie maudite illimitée et une technique maudite inversée automatique intégrale. Ses blessures se referment instantanément. Ses membres sectionnés repoussent. Tu regardes impuissant son corps devenir une machine à tuer parfaite, complètement intouchable, pendant qu'il te contre-attaque par pur réflexe. La probabilité de base est de 1 sur 239. Mais Akari a confirmé qu'à la première activation consécutive, la probabilité monte à plus de 20%. Chaque jackpot augmente les chances du suivant. Contre Urome, il a fait durer le combat 30 minutes. Mathématiquement, il a hit le jackpot 7 fois d'affilée. 7. Seul bémol. Tant qu'il n'a pas hit le jackpot, Akari peut encore se faire tabasser. Ça le place pas tout à fait au niveau des 4 monstres d'avant. Atière, le triple tourment. Parlons d'une sorcière que les gens sous-estiment grave, Yorozu, la sorcière obsédée par Sukuna, qui représente le niveau réel des combattants de l'ère Heian. Son domaine, le triple tourment, se manifeste comme un espace quasi vide rempli de structures organiques démesurées qui ressemblent à des cerveaux et des nerfs d'insectes. Le coup garanti s'applique à n'importe quel objet qu'elle crée avec sa technique innée, construction. Tout ce qu'elle fabrique à l'intérieur du domaine est assuré de te toucher. Son chef-d'œuvre s'appelle la sphère parfaite. Une sphère mathématiquement parfaite, sans surface de contact mesurable. Écoute bien, parce que c'est là que ça devient malade. Une sphère parfaite, dans la vraie vie, ça n'existe pas. C'est un concept mathématique. Yorozu a littéralement réalisé l'impossible. Et une sphère parfaite génère une pression infinie au contact, parce qu'il n'y a aucune surface sur laquelle répartir la force. Le moindre contact était écrasé à l'infini, effacé. Pour te faire une image, le concept est du même niveau d'abstraction que le pourpre creux de Gojo, de l'impossible converti en arme. Pour toi, ça veut dire une chose, Yorozu construit la sphère, elle la lance. Le domaine ignore ta vitesse, tes esquives, ta position. Le truc avance vers toi avec une inévitabilité parfaite. Au contact, chaque fibre de ton corps est compressée en même temps. Tes os volent en éclats, tes organes s'effondrent, tu disparais. Le seul problème de Yorozu, c'est qu'elle est tombée sur Sukuna, qui a dit un truc cruel mais vrai. Les techniques comme la sienne ont tendance à n'être qu'un one-trick pony. Il s'est adapté avec Mahoraga, brutal. Mais contre n'importe quel autre sorcier, la sphère parfaite, c'est une exécution automatique, bêtière haut.
le palais lunaire de l'apoptose, le misogyne maudit de service, Naoya Zenin, version fléau vengeur après sa mort. Son domaine est l'un des plus mécaniquement précis du manga. Pour comprendre pourquoi il est létal, faut connaître sa sorcellerie de projection. Cette technique héritée de Naobito Zenin divise une seconde en 24 images, 24 frames par seconde, comme un film. Naoya prédéfinit ses mouvements à l'avance dans ces 24 frames et les exécute instantanément. Ça lui donne cette vitesse saccadée et illisible. Si sa paume te touche, t'es soumis à la même règle. Tu dois bouger parfaitement dans ces 24 frames, sinon ton corps freeze pendant une seconde entière. Dans son domaine, il pousse ce concept à un niveau chirurgical. L'espace s'effondre en un vide noir, avec un œil géant derrière lui, stylé. Une fois le domaine stabilisé, des marques de pellicule sont gravées de force dans ton cou. Et à partir de là, chaque cellule de ton corps doit obéir à la règle des 24 frames. Info qui change tout. Le corps humain adulte contient à peu près 30 000 milliards de cellules. 30 trillions. Chacune doit respecter le tempo. Imagine, tu essaies de bouger, ton corps répond, mais tes cellules peuvent pas suivre. De petites coupures apparaissent partout en même temps. Le sang jaillit avant que la douleur s'enregistre. Tu essaies d'arrêter, mais même respirer cause du dégât. Chaque battement de cœur te déchire de l'intérieur. Défense inutile. Le dégât vient de ta propre biologie qui n'arrive pas à obéir. Naoya a même pas besoin d'attaquer. Il te regarde te découper toi-même, frame après frame. Seul bémol, si le coup initial te loupe, pas de règle des 24 frames. Maki l'a prouvé. Étant dépourvu d'énergie maudite, le domaine pouvait pas la cibler. B tiers, le jardin des ombres. Petit rappel, Megumi n'a jamais complété son domaine dans le manga, donc on parle d'une version incomplète, qui reste quand même solide. Quand Megumi l'active, l'espace autour de toi se tord en une obscurité dense. Le sol, les murs, le plafond, tout devient une mer mouvante d'ombres noires qui répondent à ses pensées. Et ça, c'est déjà un piège. Si tu tiens pas debout en renforçant tes pieds avec de l'énergie maudite, tu tombes. Et pas, tu glisses et tu te ramasses. Tu tombes indéfiniment dans un vide sans air, sans résistance. À l'intérieur, la technique des 10 ombres est amplifiée. Des crapauds de l'ombre jaillissent du sol et t'attrapent les chevilles. Plusieurs nus balayent d'en haut. Des clones d'ombre traversent l'espace pour te désorienter. La mort est lente et suffocante. T'es constamment sur le fil, entre tomber dans l'abîme, te faire écraser, ou te faire déchiqueter par les Shikigami. Et comme Megumi contrôle l'espace entier, il y a littéralement pas de zone safe. Pour couronner le tout, si Megumi meurt pendant que t'es coincé, tu restes piégé dans les ombres à vie. C'est une attaque suicide parfaite. Reggie a quand même retourné le concept en balançant 3 voitures dans les ombres, forçant Megumi à supporter leur poids. Donc, c'est pas sans faille. La version finale potentielle, avec un Mahoraga en plus, serait S tiers. Mais on juge ce qu'on a vu. B tiers pour la version incomplète. Le cercueil volcanique. Jogo, le fléau qui représente les volcans. Son domaine, c'est exactement ce à quoi ça ressemble. L'intérieur d'un volcan actif. Littéralement. Quand le domaine s'active, l'espace se scelle en une chambre de pierre traversée de fissures profondes. De la lave coule en continu. La chaleur monte à un niveau conçu pour effacer toute forme de vie. Un sorcier moyen, grade 3 ou inférieur, s'enflamme spontanément juste en entrant. Même avant que Jogo t'attaque, l'environnement fait déjà la moitié du boulot. Le vrai danger, c'est son coup garanti. Jogo peut tirer de la roche fondue depuis n'importe quel point du domaine et te l'envoyer dessus sans possibilité de rater. Pas de zone safe, pas de timing à exploiter. La lave peut jaillir du sol, des murs, de l'air lui-même. Côté ressenti, c'est un cauchemar. La chaleur frappe immédiatement. Ta peau brûle, respirer te crame les poumons. L'air est tellement lourd qu'il t'empêche de te concentrer pour utiliser ton énergie maudite. Puis la lave arrive. Elle jaillit des fissures, colle à ton corps, brûle à travers tout. Tu te renforces, la chaleur casse ta concentration. Plus de lave suit, ton énergie maudite s'essouffle. Et là, c'est déjà fini. Ton corps cuit de l'intérieur pendant que la lave le brûle de l'extérieur. T'es dissous. Ironiquement, Jogo a choisi le pire match-up possible pour tester son domaine, Gojo, et s'est fait humilier. Mais sa technique maximale, la météore, pourrait être son coup garanti contre un adversaire moyen. Sukuna lui-même a admis qu'il serait pas sorti indemne d'un impact direct. B tiers, l'horizon de l'immensité. Encore un fléau de la catastrophe, mais lui représente l'eau. La mort dans son domaine est étonnamment paisible. En surface, l'horizon de l'immensité transforme l'espace en un paradis tropical. Une plage, des palmiers, des eaux peu profondes à l'infini. Un rêve de vacances. Littéralement ce que Nanami voulait en prenant sa retraite en Malaisie. Dagon lui a servi une version ironique juste avant de le tuer. Mais le paradis, c'est un piège. La technique innée de Dagon, la marée catastrophe, passe en overdrive ici. Chaque poisson, chaque piranha, chaque shikigami aquatique devient un coup garanti. Et voilà le détail qui fait la différence. Tu les vois pas nager vers toi. Ils se matérialisent directement là où tu te tiens. Pas d'avertissement. Pas de temps de réaction, pas de façon d'esquiver. Tu sens la douleur vive de petites dents qui déchirent ton corps avant même que ton cerveau ait enregistré l'attaque. La plage a l'air calme, mais tes membres se font tailler de partout. Plus tu bouges, pire c'est, parce que chaque mouvement donne à Dagon plus d'opportunités de faire apparaître des shikigami pile là où ils vont te toucher. Cela dit, le domaine a une vraie faille. Ces shikigami sont pas assez puissants pour one-shot un grade 1. Nanami a survécu longtemps. Un domaine simple, bien exécuté, te permet de couper les shikigami à l'arrivée, et un domaine plus gros comme celui de Megumi peut directement percer sa coque. C tiers, la peine capitale. Le retournement total. La peine capitale de Hiromi Iguruma, c'est le domaine le plus unique du manga
parce que son coup garanti ne fait aucun dégât direct. Quand tu rentres dedans, l'espace se compresse en une salle d'audience étroite. T'es verrouillé sur place comme accusé. En arrière-plan, des guillotines alignées avec des pierres brisées aux pieds, pour être sûr que tu captes bien où ça va. La violence est complètement supprimée à l'intérieur. Le coup garanti, c'est le procès lui-même. Un shikigami appelé Jugement Man apparaît et annonce ton crime. Jamais random, c'est toujours un truc que t'as vraiment fait. Tu as droit à une réponse. Nier, avouer ou mentir. Ensuite, Iguruma a une contre-attaque avec une preuve fournie par Jugement Man. Tu connais pas la preuve avant qu'il soit trop tard pour ajuster ta défense. Si Jugement Man te déclare coupable, la sanction s'active. Si c'est confiscation, ta technique maudite disparaît sur place. Ton corps devient lourd et à peine fonctionnel. Contre la majorité des sorciers, ça suffit à signer ton arrêt de mort. Mais si la sentence monte à confiscation plus peine de mort, là, ça devient violent. Le marteau de Iguruma se transforme en épée de l'exécuteur. La lame n'a besoin d'aucune force. La moindre coupure te tue instantanément. Endurance, Osef. Renforcement, Osef. Ton âme est effacée proprement. Alors, pourquoi j'ai pas mis ce domaine plus haut? Parce qu'il a des failles énormes. Tu peux mentir. Jugement Man choisit un crime au hasard. Sukuna pourrait techniquement se faire juger pour tapage nocturne, au lieu de massacre de masse. Et si t'as un outil maudit, il est confisqué à la place de ta technique. Conceptuellement brillant, pratiquement beaucoup trop aléatoire. B-tiers, max. Le cimetière. Le domaine le plus faible du manga, de loin. Mais il mérite sa place. La déité de la variole est un fléau spécial que Kenjaku gardait dans sa collection comme étalon pour jauger le niveau d'un grade 1. Elle a été envoyée à Mei Mei et Ui Ui pour test. Ils l'ont démontée tellement vite que c'en est devenu gênant. Le domaine s'appelle Cimetière. Il cible une seule personne à la fois et il choisit automatiquement celle avec l'énergie maudite la plus forte à l'intérieur. Quand il s'active, la cible est capturée dans un cercueil qui l'enterre vivante. Une énorme pierre tombale s'écrase dessus. Compte à rebours. 3, 2, 1. Si tu t'échappes pas, la variole te contamine et tu meurs instantanément. Voilà, c'est ça le domaine. Si t'es Mei Mei, tu casses le rocher, tu tires un coup avec ton corbeau, fin du fléau. Si t'es un grade 1 standard avec un domaine simple, tu gères. Il y a littéralement aucun raffinement. Le sort cible la plus forte des proies. Donc un sorcier intelligent peut même exploiter le mécanisme en mettant un allié plus puissant en avant. Pour la plupart des sorciers principaux du manga, c'est un cure-dent. Des tiers, pas de débat. Le sanctuaire bienveillant. On finit par le domaine qui a retourné tout le monde quand Yuji l'a activé à la toute fin du manga. Le sanctuaire bienveillant. Le nom est pas un hasard. C'est le miroir parfait de l'hôtel démoniaque de Sukuna. Techniquement, c'est un domaine énorme. La barrière s'étire sur l'équivalent de plusieurs gratte-ciel. Dedans, l'espace recrée parfaitement Sendai City, la ville natale de Yuji. Des rues, des parcs, des grands magasins, même une ferme avec des animaux. Tout est calme et familier, et c'est là que l'horreur commence. Le domaine tourne sur la technique du sanctuaire hérité et sur son talent inné pour raisonner avec l'âme des autres. Son coup garanti, c'est une version raffinée du démantèlement de Sukuna, mais appliquée directement à l'âme. Pas d'armure qui tienne, pas de renforcement physique utile. Pour toi, en tant que cible, voilà ce que tu vis. T'es debout dans une petite ville japonaise paisible. Le ciel est bleu, le quotidien défile autour de toi. Et en même temps, tu sens une force au-delà de toute endurance humaine démanteler ton âme. C'est pas physique au début, c'est une sensation de quelque chose qui essaie de te séparer de l'intérieur. Chaque tentative de résister est écrasée par une pression invisible qui submerge tes défenses. Et Yuji peut coordonner ça avec des flashs noirs. Chaque impact aggrave la contrainte sur ton âme. Et ce qui rend ce domaine unique dans tout le manga, c'est la partie bienveillante. À l'intérieur, Yuji peut accéder à chaque âme individuellement. Il peut te parler, il peut accéder à tes souvenirs. Quand Sukuna avait activé son panier du vide, Yuji pouvait encore converser avec Megumi en parallèle. Yuji a transformé la philosophie d'exécution de Sukuna en un acte de compassion. Il te démonte l'âme en te regardant dans les yeux, en comprenant qui tu es, comme une divinité bouddhiste de la miséricorde qui t'accorde une fin digne au lieu d'une boucherie. C'est ça le twist du sanctuaire bienveillant. C'est pas juste plus puissant que l'hôtel démoniaque, c'est aussi plus humain. Dans les mains du héros qui a bouffé Sukuna et digéré son expérience, ce domaine est clairement S-tiers, probablement le plus fort de la série à terme. Plus fort même que l'hôtel démoniaque et que la sphère de l'espace infini, vu la puissance immense que Yuji atteint dans JJK Modulo.